Bonjour à tous et bienvenue pour notre premier épisode de Financial Wellness. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison pour vous apporter un regard croisé, des visions et des points de vue différents d'intervenants français et péruviens. Comme l'an passé, notre podcast rassemblera encore chaque mois des étudiants de l'ISIT et de l'Alliance française de Trujillo autour de différents sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'engagement des jeunes dans la lutte contre le changement climatique, un thème rendu incontournable dans tous les médias de nos jours et qui suscite beaucoup de discussions. Cela est notamment dû aux récents rapports alarmants des spécialistes du sujet. Et l'objectif aujourd'hui est de vous présenter les différents enjeux et actions possibles qui gravitent autour de la question du climat. Pour répondre à ces questions, nous retrouvons Maïta en compagnie de deux intervenantes péruviennes et françaises. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'équipe PRA est très heureuse d'accueillir pour ce podcast Maria Isabel. Donc tu peux te présenter. Oui, je m'appelle Marie-Isabelle Gutiérrez. Je suis architecte, j'ai 25 ans. Je suis étudiante de l'Alliance française au Trujillo, Pérou. Je suis péruvienne. Et voilà. Et Léa, qui sera notre intervenante aujourd'hui. Donc on va pouvoir discuter avec toutes les deux. Alors, je m'appelle Léa Legras, j'ai 21 ans et je suis en master biodiversité, écologie et évolution, parcours société et biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle. Ces mois-ci, on a choisi d'aborder le thème de l'engagement des jeunes dans la lutte contre le changement climatique. En effet, cette préoccupation pour le climat n'est pas nouvelle. Il y a une prise de conscience à partir des années 70-80, qui est une prise de conscience mondiale. On peut citer par exemple en 1970 un groupe d'économistes qui s'appelle le Club de Rome qui a publié un rapport qui s'appelle les limites de la croissance où il postulait notamment qu'il fallait protéger les matières premières non renouvelables. À partir de là, il y a plusieurs conférences et sommets qui sont organisés, il y a aussi des rapports qui sont émis sur ce sujet. Et on peut notamment noter très récemment, en 2015, les accords de Paris qui ont été un tournant. C'est un traité international qui a rassemblé 193 pays. Et pour la première fois, on a un accord commun avec autant de pays sur cette question-là. Donc ces pays se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait atténuer, voire ralentir l'augmentation de la température terrestre et s'adapter au changement climatique pour pouvoir le limiter. L'objectif principal de cette conférence, c'était de maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés, donc la limiter si possible à 1,5 degré dans le meilleur des cas. Et les pays devaient eux-mêmes fixer leurs objectifs et les moyens pour atteindre cet objectif final. On voit également qu'il y a de plus en plus de mobilisation des jeunes sur cette question, donc on va pouvoir en parler avec Maria Isabel et Léa aujourd'hui. Et on peut notamment citer Greta Thunberg, la militante suédoise qui, en 2018, a lancé les grèves pour le climat, Fridays for Future. Et justement, chaque semaine, des lycéens et des collégiens quittaient leur établissement pour se rassembler dans la rue et manifester pour le climat. Je voulais savoir si, déjà première question, si vous y avez participé ou si vous aviez entendu parler, toutes les deux, Maria et Isabelle par exemple, de ces manifestations pour le climat. Oui, il existe quelques manifestations au Pérou. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas très fort comme dans l'Europe. Ce changement climatique est très notable en ma ville. Par exemple, ma ville, Trujillo, est connue comme les villes du printemps éternel. Et normalement, à cette époque, nous sommes au printemps, mais en raison du changement climatique, il y a des jours qui ressemblent à l'hiver. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport dans notre monde, bien sûr. Par exemple, le soleil est plus intense, je trouve, je sens. Et toi, Léa, juste sur les manifestations pour le climat? Oui, alors c'était en 2018. Moi, j'étais en prépa littéraire, donc malheureusement, non, j'avais pas eu le temps de trouver le temps, en tout cas,
de participer au Friday for Future. Mais après, depuis que je suis sur Paris, là, et il y a quand même plusieurs fois des marches qui sont organisées là. Et là, je les ai quasiment toutes faites. Mm, Donc, très bien. On va parler aussi donc du récent rapport du GIEC qui est paru le 9 août 2021, donc il n'y a pas très longtemps, et c'était 100 jours avant la COP26, qui s'est déroulée en novembre et à laquelle Léa a participé. Je voulais d'abord, avant de développer, demander quelles sont vos motivations et votre intérêt par rapport à ce sujet. Je te demande à toi, Maria Isabelle, pourquoi ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse depuis longtemps? Oui, je trouve que c'est un problème très grand de tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et par rapport aux mouvements qui existaient contre ce changement qui cherchent à diminuer les effets dans le monde. Je pense qu'il n'existe pas beaucoup de conscience dans ma ville, dans mon pays. Par exemple, je pouvais dire, nous pouvons changer avec des petites actions. J'ai l'expérience j'ai fait quelques ans avant la pandémie un échange dans l'Espagne et j'ai trouvé la sensibilisation des gens par rapport à la contamination. Par exemple, beaucoup de personnes qui sont très sensibles avec les produits qu'ils mangent. Et par exemple, il existe quelques marchés bio et ils sont très sensibles à réutiliser le plastique. Toutes ces choses, je trouve très, très bon. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? je pense que les citoyens ont un grand rôle à jouer parce que je pense que les politiques, surtout dans les démocraties, elles dépendent aussi de la volonté des citoyens. Mais il faut aussi que ça bouge par le haut et tant que ça ne bougera pas par le haut, on a beau éteindre nos lumières, couper le robinet, enfin, malheureusement, ça restera toujours limité. Donc, c'est vraiment les politiques qui peuvent le plus jouer. D'ailleurs, en parlant de mobilisation et de politique, il y a quelque chose qui a été assez frappant ces derniers mois, c'est justement ce qu'on disait, le rapport du GIEC, euh, qui, euh, qui vraiment a été un coup de poing. Enfin, j'ai envie de dire ça, mais c'est assez violent, quoi, parce que ils ont vraiment démontré que l'homme avait un impact sur le changement climatique et que si on n'agissait pas du tout, ça allait être irréversible. Donc, est-ce que tu en avais entendu parler, Maria? Oui, je comprends. Je pense que c'est vrai. Je pense que tous ces problèmes climatiques et conséquences de les mauvaises actions, de les mauvaises choses que l'homme avant a fait. Et peut-être, je pense que dans ma ville, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, par rapport à la mobilité, les personnes, normalement, il existe quelques préférences pour utiliser les véhicules particuliers. Il y a beaucoup de véhicules et les systèmes de transport public, ce n'est pas bon dans ma ville et dans tous mes pays. C'est là complètement différent à l'Europe. Je pense que dans les grandes villes, c'est meilleur. Et je pense que, par exemple, cette petite chose, ce n'est pas bon pour les changements climatiques. Par exemple, dans la pandémie, il y a eu quelques mouvements qui incitent les gens d'utiliser les vélos. Mais je pense qu'il existe autre problème par rapport à la ville parce qu'il n'existe pas les pistes cyclables. Et il a produit, par exemple, beaucoup d'accidents par le manque de ces pistes cyclables. Et je pense que c'est bien que l'homme, c'est les personnes qui font toutes les choses pour changer ce problème, mais nous devons changer peut-être la vision des gouvernements au conscientiser les gouvernements de notre pays peut-être pour améliorer les villes, pour aider cette action.
Et toi, Léa, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que ça t'a donné encore plus envie de t'engager et de conscientiser, comme disait Maria Isabelle? J'ai pas été surprise parce que, enfin, pour moi, c'est une évidence, mais c'est super que ça soit mis par écrit et reconnu par le GIEC parce que, enfin, au niveau légitimité, c'est vraiment super parce que, pour faire simple, donc du coup, GIEC, c'est groupe d'experts intergouvernemental, pardon, sur l'évolution du climat. Et depuis 1988, c'est vraiment ce groupe d'experts qui évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes, ses impacts et aussi la responsabilité de l'homme. Donc là, Mhm. quand il déclare que vraiment il y a une responsabilité sans équivoque de l'homme dans le réchauffement, enfin, je veux dire, les climato-sceptiques, ils n'ont plus rien à dire. Donc Mhm. que ça soit reconnu par un organe aussi important, parce que c'est un organe qui a été créé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale. Vous voyez que c'est un truc qui a vraiment une grosse légitimité. Donc c'est vraiment hyper important. Et non, j'ai pas été surprise, mais c'est bien que ça soit mis à l'écrit, quoi. Et on parlait de conscientiser les gens. Ce que je pense qui peut aider à prendre conscience aussi, c'est vraiment voir de ses propres yeux et être touché personnellement par quelque chose. Parce que sinon, même l'humain en général, on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe si on n'est pas touché personnellement. C'est très égoïste. Et par exemple, notamment par rapport aux catastrophes naturelles, il y en a de plus en plus. On est de plus en plus concernés. Comme disait le rapport du GIEC, toutes les parties du monde sont concernées aujourd'hui, pas que certaines régions. C'est vraiment le cas pour tout le monde. Et j'avais vu notamment, par exemple, au Pérou, qu'avec la fonte des glaciers, le Pérou était particulièrement menacé, notamment parce que ça, avec la fonte des glaciers, ça n'approvisionnait plus en eau les rivières et ça posait un problème non seulement pour l'approvisionnement en eau des populations, mais aussi de l'agriculture. Et oui, c'est vrai, il existe je pense, dans les départements de Ancash, dans la région de Ancash, il y a beaucoup de glacières. Et c'est vrai, il existe beaucoup de problèmes, bien sûr, par exemple dans les Pastoruri, Huascarán, mais je ne connais beaucoup de projets de gouvernement qui fait pour diminuer cet événement, cette problématique environnementale, oui. Parce que malgré il existe beaucoup de tourisme dans cette région, mais je sais que, par exemple, il existe quelques restrictions, Mhm. mais, euh, mais vraiment, je ne trouve une grande différence pour diminuer la problématique, hein, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'est plus conscients de cette problématique parce que dans mon pays, il y a beaucoup de pauvreté et les gens, par exemple pour le tourisme, cherchent à gagner l'argent pour vivre, mais n'est pas conscient de ce type de problème parce que le gouvernement ne fait quelques mouvements pour conscientiser les gens ou pour améliorer les villes. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Parce que déjà par rapport à la situation en France, par rapport au Pérou, il y a beaucoup plus de conscience de ça, mais c'est aussi parce que on a le loisir de penser à ça, on va dire, parce qu'on a moins de besoins économiques. Donc je pense que du coup, on peut se consacrer plus à la lutte pour l'environnement. Qu'est-ce que tu as remarqué, par exemple, à la COP26 par rapport à ça et par rapport aux décisions qui ont été prises et qui n'incluaient pas forcément les pays du Sud et... Déjà, oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut avoir du temps aussi pour pouvoir se poser ces questions. Et ça fait totalement sens. Je sais que quand j'ai été à la COP26, on a pu réaliser des interviews. On a notamment réalisé l'interview d'une Bolivienne qui vivait à Glasgow et qui avait, en gros, son gouvernement lui avait demandé d'être présent à la COP parce qu'il pouvait envoyer personne, parce que c'était hyper compliqué au niveau financier et au niveau de la crise sanitaire. Et donc, elle s'est intéressée à toutes ces questions et elle a découvert de soucis qu'il y avait par rapport au réchauffement climatique ou par rapport aux pollutions dans son pays. À partir du moment où elle a commencé à faire ses recherches
là pour la COP. Donc voilà, elle disait que les gens, enfin, ils vont parfois se laver dans des cours d'eau qui sont pollués, qui sont vraiment, et ils sont pas conscients de ça du tout. Ou l'eau qu'ils utilisent aussi pour faire l'irrigation, et c'est voilà, enfin ils le savent pas. Nous on est touchés, même si dans une moindre mesure quand même. Mais on peut parler, enfin même aussi pour la date de migration de certains oiseaux qui sont hyper avancés. Pareil aussi pour la date des pontes. Et je sais que, enfin l'année dernière, j'avais été notamment recenser des busards, c'est des rapaces. Et c'est des animaux qui ont notamment, ils ont la particularité de faire leur nid au sol. Et donc ils pondent dans le sol et dans les champs. Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, et ben, l'envol des jeunes busards, ça se fait de plus en plus tôt et de plus en plus surtout après la période des moissons. Et ce qui fait qu'une grande partie des jeunes busards, ils se retrouvent dans les moissonneuses batteuses. Parce que voilà. Et le problème, c'est vraiment un problème parce que les busards, ils sont déjà de super alliés pour les agriculteurs puisqu'ils mangent notamment les souris, les rats et les campagnols et ils participent alors à la protection des cultures. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des associations comme la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux, qui vont protéger voilà, ces espèces. Ils vont identifier les nids avec les agriculteurs pour les déplacer et pour éviter ça. Donc quand même, voilà, en France, on est quand même pas mal touché au quotidien par le réchauffement climatique, que ça soit du fait des conséquences du réchauffement climatique et en matière de biodiversité. Et là, enfin, en plus, j'ai même pas été exhaustive, quoi. Oui, ça dérègle tout. Et j'avais pensé aussi à l'érosion des côtes, même si Ouais. petit à petit, elles sont quand même assez grignotées. Je sais que sur la côte atlantique, c'est assez sévère. Et par rapport à la mobilisation des jeunes, je voulais aussi parler de l'éco-anxiété. Je ne sais pas si vous en aviez parlé, enfin, si vous en aviez entendu parler, Maria, Isabelle, Léa. Ça date de 1986, je crois. Ça a été conceptualisé par une sociologue qui s'appelle Véronique Lapège. Mais en fait, c'est un concept qui est très actuel puisqu'on est submergé par des annonces, des nouvelles dramatiques tous les jours, notamment par Internet, par les réseaux sociaux, qui concernent l'environnement. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent concernés par ça. Donc, ça peut être positif parce que ça peut provoquer une prise de conscience, comme tu disais tout à l'heure, Maria Isabelle. Euh, mais c'est aussi assez anxiogène. Qu'est-ce que tu en penses, Maria? Ah oui, et c'est la première fois que j'ai écouté cette terminologie. Je le trouve bien un fois, pour un côté, je le trouve une chose bien parce il demande la préoccupation pour l'environnement et c'est une chose positive, mais pour autre côté, je le trouve mauvaise. Je trouve que c'est un problème peut-être psychologique parce que il demande il demande l'anxiété. Je pense que c'est une chose négative. Personnellement, je ne connais aucune personne qui a ce problème. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit, et je sais qu'il existe au Pérou quelques mouvements contre les changements climatiques, bien sûr, mais vraiment, c'est un mouvement très fort et j'aimerais changer la conscience mes amis et de mes parents par rapport aux changements climatiques. Et Léa, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, l'éco-anxiété, c'est vrai que c'est un fait, on peut plus, enfin pareil, on peut pas le nier. Il y avait le RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. En gros, c'est un réseau qui regroupe différentes associations étudiantes et qui mène des projets en lien avec la transition écologique. Ils avaient interrogé environ 50 000 personnes, il me semble, et il en est ressorti qu'il y avait 85% quand même des personnes interrogées, donc des étudiants, des 50 000 étudiants, qui se disaient inquiets vis-à-vis de l'avenir au regard du changement climatique. Moi, je sais que oui, l'éco-anxiété, oui, je connais, je le ressens et on est vraiment pas seul, quoi. Il y avait eu l'année dernière des manifestations, enfin non, pas l'année dernière, cette année, en début d'année, donc dans le cadre de la loi climat et à la suite de la Convention citoyenne pour le climat. En gros, c'était des 150 citoyens qui avaient été tirés au sort en France en 2019. Et cette CCC, c'est vraiment une initiative de la part d'Emmanuel Macron, qui, voilà, donc il y a eu cette idée.
Et c'est donc 150 citoyens, ils ont formulé 149 mesures. Et le but de ces mesures, c'était vraiment d'atteindre en gros une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à d'effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc franchement, cette convention, c'était vraiment une super initiative. Là, vraiment, quand il y avait eu ça qui est de sortie, on s'est dit c'est trop trop bien. Sauf que finalement, le texte de loi, la loi climat résilience, il y a 69 articles qui ont été tirés et dans cette loi et donc sur les 149 propositions, donc ce qui est vraiment quand même peu. Et surtout, il y en a très peu dans ces 69 qui ont plus été reprises telles quelles. Il y a par exemple, c'est un peu l'exemple anecdotique, mais il y avait la CIC qui proposait notamment de suspendre tous les vols nationaux s'il y avait une alternative en train de moins de 4 heures qui existait. Et en fait, l'idée, elle a été reprise, mais elle concerne que les trajets alternatifs de moins de 2h30. Et c'est vraiment essentiel aujourd'hui de réduire le trafic aérien, surtout quand c'est aussi facile, sachant qu'on sait qu'un kilomètre en avion, c'est 45 fois plus polluant qu'un kilomètre en TGV. Donc c'est vraiment un super enjeu. Ce qui ressort de la COP26, c'est clair que surtout ce qui a été décevant, c'est que ça a été quand même l'une des COP les moins inclusives, notamment à cause du Covid et de toutes les mesures sanitaires. Tout ce qui est quarantaine, tout ça, et aussi des prix exorbitants pour se loger, pour se déplacer ou pour faire les tests PCR. Et même, il y a un chiffre qui est pas mal ressorti aussi dans les médias, c'était qu'il y avait 503 lobbyistes des énergies fossiles qui étaient présents dans les négociations. Et ce qui correspond plus que le nombre total de représentants des 8 pays les plus touchés par le changement climatique ces 20 dernières années. Donc là, on voit qu'il y a quand même un gros souci de représentation et de où on met les priorités. Voilà. Ensuite, dans les points négatifs, il y a quand même toujours ce manque de soutien pour les pays pauvres qui sont les plus touchés par le changement climatique. Donc c'est pour ça aussi les COP elles réfléchissent à ces questions, parce que de toute façon, l'environnement, c'est profondément lié à tout ce qui est question d'égalité, de justice sociale et de pauvreté. Et donc, ça passe obligatoirement par le fait qu'il faut donner de l'argent à ces pays qui sont vraiment impactés et qui n'ont pas spécialement les moyens aussi d'être résilients face à toutes ces conséquences. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'espoir, donc c'est dommage parce qu'il y a quand même pour la première fois, on a mentionné l'importance de réduire l'utilisation des énergies fossiles dans l'accord final, ce qui est déjà nouveau. D'habitude, on ne mentionnait pas les énergies fossiles, mais le problème, c'est que c'est seulement un appel à diminuer progressivement la sortie du charbon et pas à sortir des énergies fossiles. Et ce changement juste de vocabulaire qui est vraiment hyper important, c'est vraiment fait au dernier moment du fait de l'Inde et de la Chine, et donc ce qui a conduit à diminuer l'ambition du texte. Donc voilà. Après, il y a quand même il y a quand même des choses aussi positives qui sont passées. Faut pas non plus. C'est surtout des accords, on va dire sectoriels, du style pour la déforestation. Il y a une centaine de pays qui abritent. Ces pays, ils abritent environ 85% des forêts mondiales, dont le Brésil fait partie. Et donc ces pays se sont engagés à enrayer la déforestation d'ici 2030. C'est quand même vraiment chouette. Ensuite, pareil pour le méthane, il y a une centaine de pays qui se sont engagés à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Donc voilà, ça reste quand même une COP qui reste décevante. Et il y avait notamment, je ne sais pas si vous avez suivi le discours de clôture du président de la COP, Alok Sharma. Et en fait, il a pleuré à la fin. Et il s'est excusé, pour le fait que les décisions soient moins ambitieuses que prévu. Donc voilà, donc non, c'était pas encore, c'est pas une COP révolutionnaire, quoi. C'est pas ce qu'on attendait, mais voilà. Et à propos d'agir, je voulais vous demander, au niveau individuel, qu'est-ce que vous conseilleriez toutes les deux, ou qu'est-ce que vous avez envie de faire pour l'environnement? Maria-Isabelle, tu disais, toi, tu essaies de parler à tes proches, à ta famille, à les sensibiliser à ça, faire ton recyclage. Est-ce que tu as d'autres idées ou est-ce que tu as envie de continuer à faire ça? Oui, par exemple, avec les recyclages, j'aime ça. Par exemple, avec les feuilles et je suis en train de recycler toutes les feuilles, par exemple, que j'utilise pour imprimer.
Et aussi, comme je suis architecte, bien sûr, j'essaie de faire quelques décorations avec les bouteilles qui ne s'utilisent pas. Ouais. Je vais faire Mm. des décorations dans ma maison. Et par exemple, c'est comme une chose que mes cousins, mes grands-pères, mes grands-mères voient et ils me demandent de l'enseigner comment faire quelque chose avec tous les produits qui sont recyclables. Et je suis en train, par exemple, d'utiliser plus les vélos, et, mais surtout les dimanches, parce que dans ma ville, à cause de la pandémie, il existe quelques restrictions de les véhicules privés pour les dimanches. Il y a beaucoup de... C'est moins dangereux pour les cyclistes, les personnes qui utilisent les vélos, de se mobiliser avec les vélos. Oui, j'aimerais raconter une chose très intéressante qui passe dans ma ville. Par exemple, comme j'ai déjà dit, il n'existe pas un espace par les vélos, il n'existe pas piste cyclable dans toute ma ville. Et il y a, comme je dis, il a commencé un mouvement de l'utilisation de transports alternatifs. C'est pour ça que les maires a demandé d'éliminer quelque part de l'espace de les véhicules pour les pistes cyclables. Et c'est pour ça qu'il a causé beaucoup d'accidents. Mais c'est comme, c'est une chose très, très particulière et mauvaise. J'ai raconté que dans ma ville, il y a quelques changements dans les pistes cyclables. Et il y a toutes ces 5 métros, il n'y a pas d'espace par un véhicule et un vélo. C'est pour ça qu'il y a des accidents. Oui. Et c'est vrai qu'il existe quelques intentions de changer, mais je pense que ce n'est pas la manière, la bonne façon de faire les choses. Mais oui, c'est une chose particulière dans ma vie. Au moins, ils ont réservé des espaces pour les vélos, donc il y a déjà une petite avancée. Toi, Léa, un message d'espoir ou Pour des actions. des actions. Oui, Ouais. bah oui, il y a plein d'actions qui sont qui peuvent être faites. Mais surtout, ouais, le premier truc, c'est quand même de se dire qu'il faut déjà faire de son mieux et pas se culpabiliser quand même. Je préfère Ouais. pas le répéter parce qu'on le dit peut-être pas assez souvent. Et que rien que déjà commencer à se poser des questions et à s'intéresser, c'est déjà un super début. Mais après, si on peut passer à l'action, c'est encore mieux. Et bah oui, non, mais même par rapport au transport, juste ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'avion, rien que déjà prendre le train à la place de l'avion, surtout quand on a à faire des petits trajets nationaux, enfin, c'est vraiment déjà top. Là, c'est une petite action, mais au final, qui a quand même pas mal de conséquences. Et même si certes, parfois, ça peut être un peu plus cher de prendre le train, et c'est ça que c'est là que les politiques aussi doivent jouer, parce que voilà, tant que les prix avec les vols low cost sont plus intéressants, ça posera un problème. Mais bon, voilà. Après, dans l'alimentation, il y a toujours la question de réduire sa consommation de viande et de poisson. Et voilà, de passer même, pourquoi pas, à un régime végétarien, voire vegan pour les plus déterminés. Parce que vraiment, l'élevage, c'est 14,5% des gaz à effet de serre. Enfin, c'est au même niveau que le transport. Donc, c'est vraiment hyper polluant. Et si vous voulez vous intéresser à toutes ces questions sur Netflix, je pense qu'ils y sont toujours, ces documentaires. Il y avait Cowspiracy. Donc là, c'est sur l'élevage terrestre, l'élevage bovin. Et après, il y a Seaspiracy. Donc là, c'est plus pour la pêche. Après, voilà, comme Maria et Isabelle disaient, tout ce qui est recyclé aussi, c'est top, réutiliser. Et aussi, si vous avez un jardin, vous pouvez faire un compost, c'est top. Après, vous pouvez réutiliser pour faire de l'engrais. Après, vous pouvez aussi vous engager dans des associations, que ce soit à l'échelle de votre université ou à l'échelle nationale. Vous pouvez, tout à l'heure, comme je parlais par exemple des busards, aider à détecter les nids des busards avec la LPO, participer à la marche du relais jeune. Là, venir marcher, ce dont je parlais tout à l'heure, venir marcher entre les étapes, voilà. Et ensuite, tout ça, ouais, se former, s'informer, et discuter et rencontrer des gens. Et c'est vraiment, moi, je sais que c'est là, en tout cas, que j'en apprends le plus. Et après, en parler autour de soi.
Voilà, pareil, ce que disait Maria Isabelle tout à l'heure, voilà, on peut en parler assez proche de tout ça et ouais, Mm. et surtout, mais surtout quand même de pas se culpabiliser déjà de commencer à se poser des questions, c'est top. Et je voulais juste te dire par rapport à se poser des questions et pas se culpabiliser, oui, c'est important parce que depuis tout à l'heure, on parle de ce qu'on peut faire, de ce qu'on fait en France, au Pérou. Euh, Déjà, commencer à s'informer, à être intéressé par le sujet, c'est déjà très, très, enfin, c'est un grand pas. Et par rapport au recyclage, ce que tu disais, Maria-Isabelle, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par ça, et même dans tous les domaines, par exemple pour s'habiller, il y a des gens qui vont vers la seconde main. C'est de plus en plus en vogue, et tant mieux. Plein de choses comme ça, même pour les appareils électroniques aussi, des choses reconditionnées, ça fait tout à fait l'affaire. Vraiment, dans tous les aspects de la vie quotidienne, on peut trouver des choses comme ça, assez simples finalement. Et voilà, je laisse la parole pour le petit message d'espoir parce qu'on a dit pas mal de choses, bon, c'est des choses négatives ou aussi positives. Est-ce que vous avez un message toutes les deux à faire passer est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu as appris, Maria-Isabelle, et qu'est-ce que tu veux dire? Oui, par exemple, je trouve cet espace de parler sur les problèmes de la société, par exemple la pollution, très, très intéressante. Et je vous remercie pour m'inviter et pour apprendre. Je pense que dans ce débat, j'apprends beaucoup de vous, de Léa et de Maïté. Merci. Et bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire et comme tu as dit, petit à petit, nous pouvons changer la conscience de notre famille, de notre amis et de certaines manières, et sensibiliser les gens et faire un changement grand dans tout notre pays et notre monde. Merci, Maria-Isabelle. Et toi, Léa, qu'est-ce que tu dirais? Oui, déjà parce que oui, on a parlé pas mal quand même du changement climatique, mais je voulais dire quand même, enfin, que c'est intéressant aussi de s'intéresser à la biodiversité en général. Et je dis pas ça parce que je suis en master de biodiversité, c'est que vraiment parce que c'est pour avoir une approche vraiment plus systémique et plus générale, parce que le changement climatique, c'est vraiment qu'une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité, et c'est la troisième même sur les cinq, parce qu'il y a la destruction des habitats qui est vraiment la première cause, il y a la surexploitation des ressources naturelles, donc ensuite le changement climatique, ensuite les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Donc c'est vraiment aussi d'avoir juste cette approche aussi du point de vue de la biodiversité, plus que du changement climatique. Et aussi, voilà, toujours, ça a quand même vraiment un lien avec aussi la justice sociale et les questions de démocratie. Enfin, tout ça, c'est vraiment lié dans toutes les problématiques de l'écologie. Donc, normalement, tout le monde voilà, peut y trouver en tout cas comment dire, quelque chose qui le touche et qui l'intéresse dans toutes ces questions, je pense. Donc, déjà, ça, c'est bien. Et aussi, même quand on parle de biodiversité, pour avoir un message d'espoir, c'est peut-être aussi plus facile, parce qu'on voit que notamment quand on met des choses en place, et notamment des mesures de protection, ça marche. On peut, par exemple, prendre qui est un exemple vraiment parlant, c'est celui des populations des baleines à bosse, qui ont retrouvé à peu près 93% de leur effectif d'origine, alors qu'elles ont frôlé l'extinction vers 1950. Et ça, c'est grâce vraiment à des quotas qui ont été mis en place. Il y avait la Convention baleinière qui réglemente la pêche donc en 1946, et après même l'interdiction de la chasse à la baleine, ça c'était en 86, ouais, il y avait un moratoire. Et donc ça montre vraiment que la résilience des populations est vraiment possible. Donc je trouve que ça donne vraiment de l'espoir. Et si vous voulez aussi avoir de l'espoir et voir des actions qui marchent. Il y a par exemple le film Demain de Cyril Dion, et qui montre vraiment plein de bonnes initiatives qui sont porteuses d'espoir pour l'avenir. Et c'est des exemples concrets. Et c'est vraiment top, ça donne vraiment plein d'espoir. Et il y a aussi là le film Animal qui est au cinéma en ce moment, et qui est aussi un film de Cyril Dion, et lui qui parle plus de la biodiversité et qui suit notamment deux étudiants de 16 ans qui essaient de comprendre pourquoi notre avenir est menacé et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je trouve, voilà, c'est pour conclure un peu et pour redonner un peu de motivation, et surtout de ne pas se culpabiliser, et que voilà. Je voulais vous remercier toutes les deux. Déjà, Maria-Isabelle, d'avoir accepté de participer. Et à toi aussi, Léa. C'était très enrichissant cet échange avec toutes les deux. Merci. Donc,
Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, Maria Isabelle, surtout. Je suis désolée. Je sais que j'ai compris un parlé. peu. T'as compris? Désolée. C'était pas des sujets faciles aussi, donc ouais. Mais en tout cas, trop chouette d'avoir eu ton point de vue sur un autre pays. Enfin, c'est hyper enrichissant parce que on est tous touchés et on répond pas. Enfin, tous les pays répondent pas de la même façon parce qu'on n'a pas tous les mêmes réalités, les mêmes budgets. Donc franchement, c'était trop chouette d'avoir ton point de vue. Oui, c'est très compliqué. Oui, j'imagine, vraiment.